Heure de pointe sur l'un des accès au centre-ville de Tours. La voiture devient chaque jour plus envahissante, avec des conséquences dramatiques pour l'environnement et la santé. Pour reprendre le contrôle, les pouvoirs publics ont adopté quelques décisions fortes, comme la loi de transition énergétique de 2015 qui promet de nous faire passer à marche forcée dans un monde plus propre, ou encore le plan climat de Nicolas Hulot qui promet d'éliminer tous les véhicules thermiques d'ici 2040. Le gasoil s'est dépassé, place à la fée électricité. Elle s'appelle Ioniq Zoé, Ion et se multiplie silencieuse dans nos rues. Alors dans cet avenir qu'on nous promet vertueux, la voiture électrique est-elle la solution miracle? Où en est-on aujourd'hui de son développement et comment s'y retrouver dans les offres des constructeurs? Parole d'expert. Aujourd'hui, on trouve sur le marché ce qu'on appelle l'hybride. C'est la combinaison d'un moteur électrique et d'un moteur thermique qui peut être essence ou diesel. Il y a aussi l'hybride rechargeable. La différence, c'est qu'on peut faire un trajet en mode purement électrique sur quelques dizaines de kilomètres, en général une cinquantaine. Et puis, il y a ce qu'on appelle le véhicule 100% électrique. Là, il n'y a plus de moteur. Il y a simplement un moteur électrique et une batterie de plus grande capacité, avec une autonomie en général autour de 300 km pour les modèles les plus performants. La bonne question à se poser toujours, c'est quel usage je fais de mon véhicule? Si par exemple, pour la deuxième voiture du foyer, c'est pour faire un trajet de 20 km par jour, un véhicule électrique fera l'affaire largement. D'ailleurs, on ne le rechargera, dans le meilleur des cas, qu'en fin de semaine simplement. Si maintenant on a une combinaison entre trajet domicile-travail, la semaine, mais que c'est la voiture principale et que le week-end, on en a besoin pour des grands trajets, dans ce cas, une voiture hybride ou hybride rechargeable peut effectivement faire l'affaire. Tout électrique, c'est le choix de Jean-Paul pour la deuxième voiture de sa famille. Enseignant-chercheur, il habite Notre-Dame-d'Aué et se rend tous les jours à Tours pour son travail. Sa conversion au véhicule électrique reste une affaire de plaisir. C'est le côté écologique bien sûr, mais c'est également le fait que c'est extrêmement agréable à conduire. Le silence d'abord évidemment, et puis la souplesse. Ma femme et moi, on travaille toujours un peu loin du domicile. Et on avait toujours eu une voiture un peu grande, qui nous permettait de partir, et puis une voiture plus petite qui nous permettait de faire des petits trajets. Donc cette voiture a remplacé la deuxième petite voiture. Avec 5 ans d'expérience et 79 000 km au compteur de sa petite voiture électrique, Jean-Paul en a acquis tous les automatismes. De retour chez lui, un seul geste suffit à assurer ses trajets domicile-travail quotidiens. Là, on fait le plein, qui sera pendant la nuit. Je le fais dès que je suis en dessous de la moitié de la charge, ce qui m'arrive tous les 2-3 jours. C'est un geste qu'on a vraiment l'habitude. On se gare juste devant et puis on charge. On ne le vit pas du tout comme une contrainte. Un petit déjeuner rapide pour démarrer cette nouvelle journée. Ah oui. C'est où le 100%? Mais avant de monter en voiture, il faut au préalable répondre à la question rituelle du matin, lequel des deux prendra l'électrique et lequel optera pour le vieux diesel. C'est celui qui fait le plus de kilomètres qui prend la voiture. On décide un petit peu chaque jour en fonction de notre emploi du temps. Le manque d'autonomie a longtemps freiné le développement du véhicule électrique. Pas de borne de recharge, pas d'électricité, pas de voiture électrique. Une équation simple. Et dans ce domaine, l'Indre-et-Loire fait figure de très bon élève avec ses 400 bornes réparties sur tout son territoire. Ce maillage remarquable, c'est à un organisme public qu'on le doit, le syndicat intercommunal d'électricité. La volonté du syndicat, ça a été de développer les bornes sur l'ensemble de son territoire et pas seulement sur les grands centres urbains. On a une répartition à peu près d'une borne tous les 20-30 km. Et évidemment, sur certaines communes de l'agglomération de Tours, on a plusieurs bornes de recharge puisque évidemment la demande est un peu plus forte. Aujourd'hui, leur déploiement est à peu près terminé.
Et pour les automobilistes en transit, 6 points de recharge rapide ont également été installés à proximité des sorties des autoroutes. L'autre pari du ciel, c'est de rendre l'ensemble de ces bornes compatibles avec tout un réseau d'opérateurs. Aujourd'hui, avec mon outil carte ici, j'accède à plusieurs milliers de points de charge dans le monde avec un seul outil. J'arrive devant le point, je me référence, bip, il vient de biper. Je choisis mon type de charge. Ici, c'est la main-caisse pour le véhicule. Je la déverrouille, je la plug sur mon véhicule. Voilà, je reviens, je déverrouille, je m'en vais dans n'importe quel endroit du territoire, je réserve à distance, j'ai l'information des tarifs, je suis suturé sur ma carte, j'ai un seul outil de paiement. Grâce à ce maillage de points de charge, le nombre de voitures électriques est dans le département d'Indre-et-Loire 3,5 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc là, on a démarré à l'heure avec tel mode économique qui est enclenché. Hein. C'est un mode qui va limiter l'accélération. D'accord. Donc on va un peu brider l'accélération pour que la voiture soit plus économe. Une bonne dose de stress pour Adeline. Après quelques échecs dans son apprentissage sur voiture traditionnelle, la voici aujourd'hui au volant d'une voiture électrique et c'est son deuxième cours. Donc à droite, ils ont quoi comme régime là, de priorité? C'est un CD de passage. Ouais. On retrouve Adeline à l'issue de sa leçon. Impression. Super voiture, souple, pas de bruit, super calme, j'adore ça. Il y a 3 ans, cette auto-école a été l'une des toutes premières à acquérir une voiture électrique à double commande. L'apprentissage de la conduite est totalement dissociable de l'éco-conduite. Ça veut dire que quand on va aborder ces véhicules-là, on va vraiment s'intéresser à des modes de conduite économiques. Hein. Dans la conduite, ça ne change pas grand-chose, voire même rien. On a les mêmes caractéristiques qu'une voiture automatique normale. La simple différence, c'est qu'effectivement, le silence peut un petit peu dérouter au début, dans la mesure où la perception de la vitesse est un petit peu faussée par rapport au silence de fonctionnement. Dans les grosses entreprises publiques comme privées, la transition vers la motorisation électrique devient peu à peu une réalité. À la Poste, on a misé sur la diversification. Aux côtés des fourgonnettes et des vélos à assistance électrique, on trouve d'autres engins plus surprenants. Revue de détail. Nous avons un 3 roues électrique qui s'appelle le Stabi, en raison de sa stabilité pour les facteurs. C'est un modèle spécialement conçu pour la Poste par Ligier, qui permet vraiment de s'adapter aux tournées notamment de centre-ville, hein, avec une capacité aussi d'emport importante. Et puis, vous avez à côté de celui-ci le quad électrique, qui lui aussi est adapté aux zones urbaines et périurbaines. Nous sommes sur la plateforme de Jouer les Tours. 60 000 courriers sont triés ici chaque jour avant d'être distribués dans les boîtes aux lettres. Les facteurs préparent leur tournée. Le balai des véhicules va pouvoir commencer. Je fais une tournée à Montjoyeux, en ville, et donc je monte dans le véhicule et on est parti. Qu'est-ce que c'est comme type de véhicule? Un quadéo. C'est compliqué à conduire? Pas du tout. Le petit véhicule est commode, il se faufile partout, souple et silencieux. C'est assez agréable, surtout quand on est en ville. Et en plus, on n'a pas besoin de passer les vitesses. Donc, puis c'est limité à 50, donc on n'a pas besoin de se surveiller à combien on roule. Il n'y a pas de souci. Depuis 2013, la Poste a réduit de 15% ses émissions de gaz à effet de serre. Une démarche vertueuse qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. Mais la voiture électrique ne fait pas que des heureux. Et les expériences tournent parfois au fiasco. En septembre 2014, le service avait été inauguré en grande pompe. La société d'autopartage Cities installait dans le quartier des Deux Lions une station de véhicules 100% électrique. 4 ans plus tard, la station n'existe plus. L'expérience n'a pas été reconduite et les 12 voitures de Cities fonctionnent toutes à l'essence. Explication.
La vertu de l'autopartage, c'est la mutualisation des voitures et le fait de remplacer des voitures personnelles par une voiture mutualisée. Et la motorisation est secondaire. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas faire, c'est aller vers des véhicules électriques qui, en termes de coût de revient, reviennent quand même plus cher, nécessitent une borne électrique, beaucoup de temps pour recharger, et en même temps qui font un petit nombre de kilomètres en ville, ce qui pose des problèmes en termes économiques. Peut-être un jour l'autopartage s'intéressera-t-elle de nouveau à l'électricité. Mais plus encore que pour les particuliers, autonomie, temps de charge et coût à l'achat des véhicules en constituent les 3 conditions. Et les pouvoirs publics, se sont-ils eux aussi véritablement engagés dans cette démarche ? La loi de transition énergétique leur en crée l'obligation. Mais dans les transports en commun, ce petit bus électrique qui sillonne rues et ruelles du Vieux-Tour fait encore figure d'exception. Pour cet élu écologiste, la métropole ne va pas assez vite. Encore il y a peu de temps, j'ai demandé à ce que la métropole annonce la sortie du diesel sur ses véhicules, aussi bien les bus que les bennes à ordures qui, elles aussi, sont des véhicules diesel. Et donc, on peut faire des choses, on peut montrer l'exemple, en tous les cas, et la métropole a ce droit, a ce devoir d'exemplarité, et on n'en est pas là. Nous avons un tramway, une première ligne, 21 rames qui sont électriques, 100% électriques. Donc la transition a débuté. Il y a aujourd'hui 156 bus qui tournent dans la métropole. Sur ces 156 bus, 57 sont les dernières générations du diesel. Mais à partir de 2019, tous les renouvellements des bus qui seront effectués par la métropole seront sur de la transition énergétique, électrique ou biogaz. On est en train de voir, mais en tout cas, on n'achètera plus de bus diesel dans cette métropole. Il en va du renouvellement des bus comme pour celui des voitures des particuliers. L'avenir semble plus probablement nous mener vers un mix de plusieurs énergies. Il n'y aura pas de grand soir avec le moteur thermique qui bascule vers le tout électrique. Il y aura toujours du thermique, de l'hybride rechargeable, de l'électrique 100%, et à terme, on aura aussi de l'hydrogène, qui est d'ailleurs une autre forme d'électrification finalement. Au lieu d'avoir une batterie dans laquelle on stocke de l'énergie et qui alimente un moteur électrique, l'hydrogène, c'est on fabrique l'énergie en roulant. Autrement dit, on a du gaz qui est stocké dans des bonbonnes, qui est transformé en courant électrique par une pile à combustible, et ensuite, eh bien, on peut rouler pendant plusieurs centaines de kilomètres, sachant que l'hydrogène a cette grande force que l'on peut recharger la voiture en seulement 3 minutes. L'hydrogène serait donc l'une des autres grandes pistes à explorer. Et là aussi, l'Indre-et-Loire pourrait devenir un acteur majeur. Plusieurs industriels sont sur les rangs, aux côtés du CEA de Mont, déjà à la pointe de la recherche sur les réservoirs et les piles à combustible. Le site d'Isopark à Sorigny pourrait quant à lui accueillir la première grande station de recharge du précieux gaz.